Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. J'interroge des entrepreneurs et des patrons qui partagent avec vous leur quotidien. Disrupter l'éducation, moi je détestais l'école, je fais chier globalement. Et aujourd'hui, limite ça fait rigoler mes amis, ils me disent quand j'étais directeur général Jean d'Épithèque, t'es le DGA d'une des plus grosses écoles de France, quoi. Et l'idée c'est, pour moi c'est ce que j'aimais pas, j'ai pas envie que les autres l'aiment pas, et donc je veux faire une école qui est adaptée à beaucoup plus de monde. Donc Cyril Pierre de Gaillard. C'est un nom un peu compliqué, ça vient du Danemark dans les années 1700, donc ça date un peu. Mais moi, j'ai un profil entrepreneur, j'ai jamais été salarié et j'ai toujours créé des boîtes. J'adore ça. Et peut-être ma spécificité, c'est que, et ce qui fait assez sourire mes amis, c'est qu'en fait, j'aimais pas l'école, même si j'ai fait mon bac plus 5. Et aujourd'hui, j'ai été directeur général adjoint d'Epitech, une des plus grosses écoles d'informatique de France. Et là, j'ai créé Rocket School, qui est une école gratuite qui forme des bizdev. Donc finalement, j'aimais pas l'école, mais j'y suis retourné. Et je suis dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'arrive à bien gagner ma vie avec ça et à faire que mes collègues aussi, les gens qui bossent avec moi, gagnent bien leur vie. Tu gères combien de boîtes en même temps ? Alors là, je gère plusieurs boîtes en même temps. Je gère Rocket School, je gère OpenSka, où j'ai mon associé Willy, qui en vrai c'est elle qui pilote, mais c'est une boîte que j'ai lancée, qui est un organisme de formation sur l'informatique, donc qui forme des codeurs aux dernières techniques d'informatique. Et je me suis également associé à un des fondateurs de Blablacar, Francis Nappé, et Nicolas Silberman, qui était l'ancien CTO de 20 minutes et de Mediapart, pour créer Tech Rocks, qui est un think tank, donc un groupe de réflexion de CTO, de tech leaders. Donc on se retrouve avec, on a plus de 1500 tech leaders, donc ça va du CTO de Blablacar, du Boncoin, Rentability Web, au CTO d'une petite start-up de 5-10 personnes. Il te reste un peu de temps pour la vie de famille ou pas ? Alors j'ai un fils qui est extra et qui est ma priorité, même si c'est un peu, je cours un peu dans tous les sens, mais globalement, là par exemple, si on m'appelle et qu'on me dit que j'ai besoin d'aller le chercher, je vais aller le chercher. Il a quel âge ? 6 ans et demi. Ah, ça y est, c'est un compteur à temps. Ouais. Ouais. Là, on voit le temps qui passe. On se sent plus vieillir, mais bon, c'est génial. Donc j'ai prévu une petite partie Icebreaker, comme je te disais tout à l'heure. Cool. Est-ce que tu as une bande dessinée dont tu es fan ou que tu aimes ? Alors, j'ai plein de bandes dessinées que j'aime bien, mais il y a L'Incal que j'aime bien. C'est la série L'Incal, Jodorowsky, qui est vraiment pas mal. C'est quoi ? C'est un monde dans le futur un peu délirant où tu as un détective privé qui devient ultra puissant, ultra intelligent. Et il y a un œuf noir qui met en danger la galaxie, va la combattre. Enfin bon, c'est assez rigolo. Ouais, science-fiction, c'est assez marrant. J'adorais les BD quand j'étais plus jeune. J'ai un peu moins de temps, mais il me reste une belle collection à la maison. Ouais. D'accord. Quel pourrait être ton point commun avec Donald Trump ? Voilà, d'utiliser Twitter éventuellement, même si je l'utilise pas beaucoup, et de faire beaucoup de choses en direct. Typiquement, là, parfois il va faire des bourdes. Du coup, on se dit c'est sûr que c'est lui qui fait son Twitter. C'est pas un stagiaire en communication, quoi. C'est lui. Ou alors le stagiaire est vraiment nul et il aurait dû le virer depuis longtemps. Et peut-être que le point commun, c'est que moi aussi j'aime bien avoir les mains dans le cambouis sur la com et sur pas mal de sujets. Ensuite, ça s'arrêtera là. Maintenant, je connais pas plus le personnage que ça, mais à la limite, même si c'est vrai qu'il est pas tellement aimé, mais on peut lui reconnaître une chose, au moins, c'est qu'il a fait bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme les autres. Et donc, du coup, il est imprévisible et ça change un peu. Je vois que tu vois le positif dans les gens, c'est bien. Voilà, en bien ou en mal. Ensuite, il est critiqué à plein d'aspects. Maintenant, j'ai pas une connaissance suffisante de ce qu'il fait pour vraiment juger. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, enfant, de ton enfance, ton environnement familial ? Alors moi, j'avais un environnement familial extra, avec un père un petit peu plus âgé que ma mère et surtout qui avait un parcours de vie assez étonnant ou différent. C'est qu'il a fait Polytechnique et Centrale, donc des études assez costauds. Et en fait, après, il a suivi sa passion, il adorait le théâtre et la photo. Donc il est devenu photographe de plateau, photographe de film. Alors c'est un métier qui n'existe plus avec le numérique.
Alors, il faut savoir que mon père était né en 1920, donc il était, alors il est décédé il y a quelques années, mais il était assez âgé. Et ce que je trouve génial, c'est justement cette approche de dire, ils ont toujours dit, faites des études, tu veux faire coiffeur, tu veux faire ce que tu veux, ok, mais d'abord tu fais ton bac plus 5. Et donc j'ai été drivé par quelqu'un de passionné, passionnant, qui nous a toujours poussé à faire des études, à nous dépasser, et en nous disant, mais derrière vous ferez ce que vous voulez. Donc sur votre passion. Donc quelqu'un qui a fait des études super, vraiment élevées et vraiment dures, pour derrière dire, moi c'est ce que j'aime, c'est le théâtre. Et donc ma vie va être dans le théâtre. Et il gagnait rien. Au début de sa vie, il était, on imagine ce qu'un acteur de seconde zone peut gagner, c'est-à-dire pas grand-chose, mais il s'éclatait dans la vie. Et c'est un peu ce qui drive mon travail et ma vie au quotidien, c'est la passion. Il faut faire ce qu'on veut, on vit qu'une fois, et il ne faut pas le regretter. Donc voilà, avec une mère aussi pareil, un profil entrepreneur qui a créé des boîtes, qui était passionnée. Et alors voilà. Bon, ensuite, moi, j'aimais pas l'école. Enfin, j'aimais pas trop. Je trouvais que ça allait lentement, qu'on s'embêtait, qu'il fallait répéter 15 fois la même chose. Alors, peut-être que je comprenais trop vite, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais pas adapté à l'école. Tant bien que mal, j'ai eu mon bac avec 10,06, donc il y a la barre, et moi, j'ai frotté sur la barre. Je crois que je l'ai eu grâce aux arts plastiques, où j'ai eu 16 sur 20, ce qui m'a permis d'éviter d'être à 9,9 et d'être à 10,06 plutôt. Et donc après ça, j'ai fait la fac. Je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Mon père étant scientifique, mon grand frère aussi, puisqu'il est maintenant chercheur. Je suis allé plutôt vers les maths info, et là j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire qui est l'informatique. Et donc à la fac de bac, la licence, et ensuite j'ai fait EPITA, donc une école d'ingénieur informatique. Comment tu as découvert l'informatique ? C'était des cours, et en fait c'était le seul cours où il y avait un cours où j'étais major de la promo, là, des 350 élèves, et tout le reste où j'étais un élève moyen, parce que je trouvais ça sympa. Et en fait, j'ai un peu compris le pourquoi du comment. C'était la thèse j'ai lu une thèse d'un passionné d'informatique, et le titre c'était Hackers are Painters. Et en fait, l'idée c'était de mettre en parallèle les hackers, donc les codeurs informatiques, et les peintres. Et finalement, le message c'était l'informatique, c'est le pinceau du peintre. L'informatique en soi, écrire un algorithme ou écrire un code avec un design pattern de dingue, l'intérêt pour moi est ultra limité. Mais de se dire, je vais pouvoir créer quelque chose, c'est un outil, c'est un pinceau, je vais pouvoir dessiner les choses, je vais pouvoir changer les choses, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je suis arrivé à EPITA, je me suis éclaté pendant 3 ans, j'ai fini vice-major de ma spécialisation. Et voilà, et donc ça m'a propulsé dans ce monde-là, le monde de l'informatique, où j'ai fait un premier stage chez BNP Paribas, et après j'ai tout de suite changé vers l'entrepreneuriat. D'accord. Et l'entrepreneuriat, c'est arrivé comment ? C'est arrivé qu'en fait, EPITA, c'est quand même une école qui est privée, donc un peu chère, mais bon, ensuite ça les vaut largement, avec le recul. Mais mes parents, comme j'étais pas le plus gros des bosseurs, m'ont dit, écoute Cyril, tu peux faire EPITA, mais tu vas faire un emprunt. Donc un emprunt, je déteste devoir de l'argent, c'est vraiment la pire des choses qui puisse m'arriver. Et du coup, j'ai fait un emprunt. Et l'été, je bossais. Alors au début, je bossais chez Carrefour tous les samedis pour payer mes études. Donc c'était 9h, 19h. Ça me faisait, allez, on va parler en euros, 500 € par mois. Donc vraiment pas grand-chose, mais ça m'a permis plus les vacances. 9h pour la grande distrie. Tu Ouais, commençais tard. Ouais, ou 9h, je sais plus à quelle heure, mais bon, en tout Moi, cas, j'y ai bossé en grande distrie, c'était 6h. C'était horrible. Enfin, ouais, Carrefour, comme j'étais aux caisses, du coup, ça ouvrait d'accord, à 9h30. pardon. Oui, J'étais pas à la mise en rayon. Mais bref, du coup, j'ai bossé pendant mes études. Ensuite, je bossais tout le mois de juillet, voire le mois d'août, pour aller gagner 1300 € de plus, pour payer le plus possible d'EPITA, pour ne pas avoir besoin d'emprunter. Et de fil en aiguille, je me suis rapproché de la junior entreprise de l'école, et j'ai fait des missions. Et ce qui est bien, c'est que dans l'informatique, finalement, on est directement productif. Donc j'ai commencé à l'époque sur des missions du HTML, du CSS, donc bas niveau, puis de plus en plus poussé. Et au final, sur la dernière année d'EPITA, et même l'avant-dernière, je devais bosser 2 jours par semaine, j'étais en mission pour des boîtes. Donc payé 150 € par jour. Pas énorme, mais pour un étudiant, c'est costaud, quoi. Ce qui fait que la dernière année d'EPITA, je l'ai payé direct, et j'ai commencé à rembourser mon emprunt. Je pense que 6 mois après la fin de mes études, j'avais remboursé les 3 ans.
C'était plutôt efficace. Et au final, l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça m'a mis les mains dans le cambouis, ça m'a créé un réseau de partenaires et de futurs clients d'ailleurs, et que j'ai pris derrière en client dans la première boîte qui était une web agency que j'ai créée en 2001. En 2001, ça devait tourner. Hein. Ouais, bah les gens ne savaient pas ce qu'ils achetaient. Alors justement, c'était marrant parce que c'était un switch de monde. Internet était en train d'arriver et quand on voulait faire de la com, on s'adressait à son imprimeur parce qu'il faisait les catalogues. Et donc maintenant, on demandait aux imprimeurs, faites-moi mon site web. C'était les premières entreprises à qui on demandait ça. C'était les imprimeurs. Et nous, Web Agency, alors aujourd'hui, ça peut faire un peu désuet, Web Agency, Agence 360 et compagnie, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc on était une des premières Web Agency un peu techniques françaises avec mon associé de l'époque, Romain. Ça a super bien marché. On a développé une sorte de YouTube pour France 3 un an avant que YouTube sorte, donc sur des trucs vraiment très innovants. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait PHP 5 avancé à l'époque. Je me suis occupé de PHP France, donc j'étais ultra impliqué sur une communauté open source sur le langage PHP. La Web Agency a bien fonctionné, mais en parallèle, on a lancé une activité de formation qu'on a appelée Anaska vers 2003, et finalement, ça a pris le pas sur l'activité de développement et de conseil. Quand tu te lances en tant que Web Agency, tu es tout seul ou il y a Non, j'avais un associé et on bossait justement pour une ancienne imprimerie, enfin une boîte qui faisait du catalogue. Ouais. Enfin, pas une imprimerie, mais du coup voilà, une agence de com qui en gros faisait des catalogues et nous sous-traitait toute la partie web. Au début, pour eux, c'était pas grand-chose et puis c'est devenu de plus en plus gros. Le fait de se lancer comme ça pour une première fois, c'était... En fait, c'était la continuité de ce que j'ai fait pendant mes études. Et souvent, maintenant je donne des cours aussi à HEC, je conseille à ceux qui veulent se lancer, qui ne sont pas dans leurs études, je leur dis attendez pas d'avoir fini vos études, faites-le pendant. C'est pas genre maintenant tu as le droit, c'est dès que tu peux, tu y vas. Et c'est ce que j'avais fait. Donc c'était finalement une continuité. Moi j'ai fait mon stage de fin d'études chez BNP Paribas. Les gens étaient vraiment sympas, mais j'ai cru que j'allais mourir. Tout allait à 2 à l'heure. Je me rappelle, j'ai commencé, j'ai demandé un logiciel, Dreamweaver, qui devait coûter 150 €. Alors bien entendu, au bout de 2 jours, comme on ne me l'a pas donné, je l'ai piraté pour pouvoir m'en servir et avancer, puisqu'en fait c'était bloquant pour moi. Enfin bloquant, j'aurais pu faire 100, mais c'était bloquant par rapport à ce que je voulais faire. Donc j'ai piraté, puis au bout de 3 mois, ils sont venus me voir. Ça y est Cyril, on a ton logiciel. Je fais, oh là là, j'avais oublié, puisque bien entendu, je l'avais depuis 3 mois. Et en fait, c'était la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, je peux pas. Donc c'était mon stage, mais j'ai réussi quand même à arrêter ce stage-là. Et du coup, à rejoindre Romain pour créer Captive, qui était cette fameuse web agency. D'accord, ça te gavait à ce point-là, quoi. C'est pas que ça me gavait, c'est que non, les gens étaient super, mais en fait, j'avais l'impression que tout allait à 2 à l'heure, quoi. Ouais. Et moi, je sortais d'une école où j'avais appris à aller vite, où j'étais ultra motivé, j'avais envie de faire 15 000 choses, d'avoir 15 000 vies. Et là, j'arrive. Voilà. Ça bouge pas, quoi. Tout est dit là, c'est le silence, il n'y a rien. Enfin, j'exagère, mais par rapport à ce que je voulais, ça allait pas. Pour eux, pour certaines personnes, ça peut être très très bien, donc je critique pas le modèle. Et donc voilà, Captive, première boîte, et puis on se dit tiens, et si on faisait un petit peu de formation, on en a fait, et puis finalement l'activité formation est devenue beaucoup plus forte que l'activité conseil et développement, puis surtout nous plaisait plus. Et du coup j'ai agrégé autour de moi et de Romain, mon associé, on a agrégé une équipe de gens passionnés, donc qui était vraiment très 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 haut niveau. Donc du coup globalement sur les 10 qu'on était dans l'équipe, on devait être 6 ou 7 à aller faire très régulièrement des conférences en France ou à l'étranger sur nos sujets de prédilection. Et c'était quoi? C'était des freelances? Non, c'était des salariés. Alors à l'époque c'était plutôt salariat. Maintenant il y a de plus en plus de freelance, mais à l'époque c'était des CDI. Et je sais qu'ils étaient tous sollicités genre 5 à 10 fois par semaine pour aller ailleurs, mieux payés, beaucoup mieux payés, et qu'en fait ils restaient avec nous parce qu'on s'éclatait. On était une bande de geeks, on était tous contents, on avait du temps pour faire ce qu'on voulait, du développement open source si on voulait faire du développement open source, pour aller faire des confs si on voulait faire des confs. Formateur, c'est un métier qui est un peu cool parce que globalement, quand on est en CDI, on va bosser 8 à 10 jours par mois, 10 jours sur 20. Parce qu'une formation, c'est du lundi au mercredi. Ensuite, du coup, le jeudi, vendredi, la formation elle est terminée. Puis des fois, il y a des semaines où il n'y a pas de formation. Ou des fois, il y a des semaines où on fait que 2 jours. Donc au final, on a beaucoup de temps pour faire de la veille, pour regarder ce qui se passe. Donc super intéressant la formation. Maintenant, il n'y a plus de CDI en formation, c'est principalement des freelances. Mais super intéressant, ça m'a permis mon livre PHP 5 avancé de le continuer. On a fait 6 éditions, c'est un des livres qui a été le plus vu en France, qui a été
plébiscitée, ou en tout cas qui semble-t-il était fortement appréciée par la communauté. Cette boîte de formation, elle a vécu combien de temps? On l'a vendue en 2008. Alors on a eu plus des propositions de rachat au fil de l'eau. Puis en 2008, on s'est dit pourquoi pas. On a revendu à un groupe, donc l'activité. Ouais. Donc c'est pas qu'on en avait marre, mais c'était voilà, ça faisait 5 ans qu'on était là-dedans. Ça se passait bien. On avait envie d'un nouveau souffle. Donc on a rejoint ce groupe, ça s'est correctement passé. Maintenant, quand on est entrepreneur, c'est toujours dur d'avoir quelqu'un qui vous dise ce qu'il faut faire et quand on n'est pas d'accord. Et moi j'ai mon petit caractère là-dessus, c'est-à-dire que quand je pense qu'il faut faire les choses d'une certaine façon, j'ai beaucoup de mal à entendre qu'il faille les faire d'une autre. Enfin, je veux bien écouter, je veux bien éventuellement me remettre en question, mais si au final je suis pas d'accord, je vais avoir du mal à le faire. Juste à t'entendre, on dirait que c'est hyper simple en fait. D'entreprendre. Là, tu as créé une boîte que tu as revendue après derrière. Tu n'as jamais eu de difficultés? Tout s'est fait facilement? Ouais, tout s'est fait facilement, mais en fait, c'est parce que je n'étais pas drivé par le fait de créer une boîte, d'être entrepreneur. J'étais drivé par une passion. Ça m'éclatait ce que je faisais. Et là où j'ai eu de la chance, et j'ai maintenant je cherche ce type de profil, c'est que Romain, mon associé, il avait peut-être moins de leadership que moi, il était moins passionné, mais en fait c'était un très bon DGA, entre guillemets, directeur général adjoint ou chef des opérations, parce qu'en fait moi j'allais chercher plein de business, plein d'opportunités, des trucs géniaux, des équipes de dingue, et je lui filais le bébé derrière d'un peu maintenant faut dérouler les trucs un peu chiants pour moi, mais pour lui c'était cool, et on était une super équipe là-dessus. Ça, c'est top. Et donc, ce qui fait tout seul, j'aurais galéré parce que même là, je le vois quand je suis obligé de faire le peu de compta que je suis obligé de faire parce qu'heureusement, je délègue. Mais je fais 2 heures de compta, mais j'ai envie de me suicider. Mais sincèrement, c'est les mauvais moments de ma vie en ce moment. C'est quand je me mets devant mon ordi et que je dois rattraper ma compta. Et quand on a des boîtes qui font plus d'1 million, il y a beaucoup de compta. Donc, on peut déléguer une partie, mais c'est aussi mon rôle de le regarder. Bon. Bref, en fait, la passion, l'entrepreneuriat, c'est facile si c'est une passion, parce qu'à la limite, qu'il y ait de l'argent ou pas, on s'en fout. L'entrepreneuriat, c'est pas de l'argent. Bref, je rentre dans cette boîte, ça tourne assez bien. On fait globalement nos chiffres. Mon associé de l'époque, Romain, veut se barrer un petit peu avant la fin de l'earn-out, ce qui est une erreur d'ailleurs. L'earn-out, en fait, c'est quand on vend une boîte. Souvent, on vous donne une partie à la signature, donc en l'occurrence 50%. 30% ou 25% à la fin de l'année sur des objectifs qu'on a définis ensemble, et 25% l'année d'après sur d'autres objectifs qu'on a définis ensemble. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'earn-out. Ça permet de garder les gens, les talents, ou en tout cas les entrepreneurs dans la boîte qu'ils rachètent. Pour que tout se passe bien. Pour qu'il y ait un bon passage de témoins, etc. Bref, 3 mois avant la fin de la deuxième boîte, mon associé de l'époque... 3 mois, je sais pas si c'était 3 mois, mais globalement, il en avait vraiment marre et il a annoncé qu'il allait partir. Et là, c'est devenu très compliqué pour moi parce que je me retrouvais entre mon ancien pote, mon pote et associé qui se barrait, donc du coup, qui essayait un peu d'optimiser les choses pour lui, moi d'essayer de faire la boîte marche, et en même temps, au-dessus, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume, donc c'était une position qui était assez désagréable, et au final, j'ai dit, écoutez, je me barre aussi. Et là, ça a été un peu, ça a été compliqué. On est parti en procès, on n'était pas d'accord. Bon, je pense qu'il y avait des torts de notre côté, mais pas tant que ça. Mais bon, période un peu compliquée, parce que quand on est là-dedans, on est sur des procès où l'avocat d'en face, quand on lit ce qu'il raconte, on se dit « Ah, c'est qui ce salaud ? Oh putain, il y a mon nom. C'est moi ?» Non, j'y crois pas. Et très complexe, humainement parlant. Maintenant, ça m'a aussi permis de faire un break. Et puis, comme on avait quand même gagné un petit peu d'argent, je me suis dit, j'ai globalement un peu plus de 30 ans. Plus vraiment besoin de travailler parce que je dépensais 3 francs 6 sous et qu'on avait quand même vendu plus que correctement la boîte. Quand tu dis que c'est complexe humainement parlant, c'est ce que tu ressens? C'est quoi? C'est complexe parce que il y a plusieurs trucs complexes. Déjà, quand tu es attaqué, de lire que tu es vraiment un salaud, que tu as fait des trucs, c'est exagéré, mais... Maintenant, je le comprends, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et du coup, nous, de notre côté, on disait pareil. Ah, vous êtes vraiment des salauds. J'exagère, mais... Et des deux côtés, c'était exagéré. Donc, au final, jugement de Salomon, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. C'est aussi vraiment, il y a eu énormément d'abus. Des mots, des textes sortis de leur contexte, un bout de mail qui n'a rien à voir, qui est utilisé. On se dit, mais attends, le juge, il va pas laisser passer ça. Sauf qu'il y a des documents de 150 pages et le juge, il n'a pas que ça à faire de lire. Et chaque truc de se dire, est-ce qu'il dit la vérité ? Non, il n'a pas que ça à faire. Donc du coup, il lit en se disant, a priori, ça doit être plus ou moins vrai. Puis au final, il y a eu un jugement de Salomon.
au moins c'était fini. Je pense que tant pis. Donc ça c'était complexe, et l'autre truc qui est complexe quand on vend une boîte et donc qu'on arrête, c'est que finalement on n'a plus de justification sociale. Et je me rappelle, j'étais avec des potes ou dans des soirées, on discute, et toi tu fais quoi? Tout le monde demandait à une soirée, et toi tu fais quoi? Des fois on dit non, faut pas se parler par rapport au boulot, mais sauf que quelque part ça définit quand même en grande partie nos vies, on y passe 7 à 10 heures par jour. Surtout quand on est passionné. Surtout quand on est passionné, et du coup on me disait toi tu fais quoi? Et là je me sentais obligé de me justifier, avant j'étais entrepreneur, j'avais une boîte qui marchait super bien, et puis là je suis chômeur, entre deux projets, et du coup je sentais que ça mettait les gens pas très à l'aise, parce que j'étais plus comme avant j'étais j'ai une boîte, donc c'est un peu bizarre, mais bon on s'y fait ou pas. J'en ai profité, il y a un peu on dit souvent l'entrepreneur, le patron, il vend sa boîte, il s'achète une île déserte, il se barre. Bref, il y a une époque ça tombait bien puisque j'avais pas d'attache personnelle, j'avais pas de copine, j'avais pas de gamin, plus de boulot, donc je me suis dit allez, j'aime bien le tango, je vais aller en Amérique du Sud. Je vais aller faire un voyage, et je me suis dit que j'allais utiliser le tango comme fil rouge. Donc je suis allé en Amérique du Sud pendant 2-3 mois en me disant si je tombe amoureux, je reste là-bas, si je trouve une idée de job, je reste là-bas. Et en vrai, c'était sympa le premier mois de passer d'un mode hyperactif à un mode contemplatif. Donc on regarde les choses, on se pose dans la rue, on voit les gens qui parlent. Au début, les gens nous regardent, puis quand ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on est assis, la vie elle reprend comme si on n'était pas là. Donc on voit la vraie vie, c'est vraiment sympa. Et en vrai, je me revois au bout de 2 mois et demi, j'étais dans un bus avec chaises comme des premières classes, ultra larges, en train de faire le business plan de la prochaine boîte que j'allais créer en venant en France. Bref, je rentre en France et je me dis, je vais donner un peu de sens à ma vie, je vais bosser, continuer dans l'éducation, mais je vais créer une école. Et je m'apprête à faire ça, je cherche un associé, je trouve un associé, je regarde un petit peu ce qu'il me faudrait, et juste avant qu'on se lance, je vérifie quand même que au niveau des chiffres, puisque c'était l'État qui payait, c'est une école en alternance, et il paye un coût horaire, c'était 15 €, 10 €. Et le 15 € que j'avais initialement mis dans mon business plan passe à 9 €. Donc j'injecte le 9 € dans le business plan, et d'une boîte qui devait gagner de l'argent assez facilement, je me retrouvais avec une boîte où j'allais beaucoup galérer pour gagner pas grand-chose. C'était quoi l'idée? C'était de repartir sur un peu la formation que tu connaissais? Je voulais créer une école d'informatique. Ouais. Et alors maintenant c'est un peu pareil, maintenant il y en a plein, mais si je l'avais créé à l'époque, ça aurait été une tuerie, parce que il y avait un tel besoin de codeurs. Et je serais arrivé 10 ans dans tout le monde, donc ça aurait été... Bon bref, ça s'est pas fait, c'est pas grave. Et je me dis, tant pis. Et en parallèle, je suis contacté par Nicolas Sadirac, qui est le DG, le créateur d'Epitech, qui par la suite a créé 42, qui me dit, Cyril, je cherche un bras droit, enfin un deuxième bras droit, mais j'aime pas dire bras gauche, alors je dis un bras droit, pour rejoindre Epitech, pour m'aider à développer, pour créer un executive MBA, j'ai plein de projets. Et Nicolas Sadirac, je l'avais connu quand j'étais à Epital. C'est un personnage un peu clivant, mais qui a un leadership, qui a une vision du monde, des choses qui est extraordinaire. Et je me dis, waouh, génial, ça correspond à ce que je veux faire, l'éducation, l'école, aider les autres. Allez hop, c'est parti. Donc j'arrive à Epitech avec toute cette expérience de la formation professionnelle. Et là, je me dis, waouh, quel niveau de merde, pas de merde. Il y a le niveau des cours versus entre la formation professionnelle et une école classique, c'est pas du tout la même chose. Et en même temps, il n'y a pas les mêmes budgets. En école, on va payer un prof entre 30 et 80 € de l'heure. Sur un intervenant, le moins cher que je vais payer chez OpenSCA aujourd'hui, ma boîte de formation, ça va être 600 € au jour. Donc c'est beaucoup mieux payé qu'une école. Donc forcément, niveau de qualité un peu plus bas, mais bon bref, c'est pas grave. On est sur un modèle où on arrive quand même à rendre les étudiants efficaces. Donc je prends en charge notamment le master, 4e, 5e année, et je crée un executive MBA. Et en fait, cet executive MBA, c'est quoi un executive MBA? Un executive MBA, c'est une formation qu'on fait entre 35 et 45 ans. En général, quand on arrive à un plafond de verre dans son job. Exemple, je suis directeur marketing, ok. Next step, pour moi, dans le marketing, il n'y en a pas, je suis tout en haut. Donc le next step, c'est que je vais au board de l'entreprise, où je deviens CEO, je deviens le boss de la boîte. Sauf que moi, directeur marketing, je suis expert sur mon domaine, mais quand je parle au CFO qui gère la finance, au CTO qui gère la tech, ou aux autres, je comprends rien, je comprends pas tout.
Donc l'exec, c'est l'idée vers 35-45 ans de se remettre une petite couche sur tous les métiers pour être capable de parler avec tout le monde et potentiellement de piloter tout le monde. Ou à minima, d'être plus efficace dans son job parce que si je suis CTO, je gère la tech et que je comprends bien les problématiques du marketing, je vais être plus efficace quand ils vont me demander quelque chose. Donc bref, je développe cet Executive MBA, on lance la première promo et là, coup de tonnerre, Xavier Niel demande à Nicolas Sadirac de créer 42. Donc Nicolas trouve ça génial. De toute façon, Nicolas, dès qu'il y a une porte à enfoncer, un nouveau projet, il y va. Et du coup, il part avec son premier bras droit, Quam, et le DSI du groupe Ionis, donc, qui est l'entité au-dessus d'Epitech. Et moi, je me retrouve tout seul. Enfin, j'aurais pu partir, hein. On m'avait proposé. Sauf que je venais juste de lancer une nouvelle formation et il y avait 28 gugus qui avait signé sur ma bonne gueule, qui a dit je vais faire l'exécutive MBA Epitech parce que Cyril me l'a vendu et que je pense que c'est cool. Je serais parti, le truc était mort, c'était certain. Donc du coup, en parlant avec Nicolas, je lui dis écoute, je suis pas à l'aise, je peux pas vous suivre. En plus, il y avait à l'époque quelqu'un que j'aimais bien là-bas, Fabrice Bardèche, qui gère le Ionis Technologies, donc toutes les écoles technologiques. Donc j'écoute, je peux pas vous suivre. Je vais rester sur Epitech et je vais faire en sorte quand même que ça se passe le mieux possible. Donc du coup, de facto, je deviens le DG. C'est à la tête de la boîte, donc ce que je fais pendant 6 mois. Et là arrive le nouveau DG, Emmanuel Carly, quelqu'un qui a plein de qualités, mais je pense qu'on s'entendait pas du tout. Je pense qu'on était un peu comme chien et chat. Du coup, très rapidement, je vais voir son patron et je lui dis moi j'ai pas envie de travailler avec lui, donc comme j'ai pas besoin de travailler financièrement, je lui dis du coup je vais partir. Et c'est là que Fabrice Bardèche me dit écoutez, vous pouvez pas partir, et qui me propose globalement de gérer tous les exécutifs MBA du groupe. Why not? Donc c'était sympa. Et donc je continue à faire ça. En parallèle, j'ai développé une activité qui s'appelle OpenSka, qui est une boîte de formation. C'était principalement mon associé qui la pilotait. Et on a déjà un petit peu avant créé des interactions entre Epitech et HEC. Et on fait des programmes où pendant un mois, on met des codeurs, des designers et des business d'HEC ensemble. Et ça marche super bien. Donc moi, je donne quelques cours à HEC et ils me proposent de passer prof affilié. Donc je deviens prof affilié à HEC en plus de directeur général adjoint d'Epitech et directeur des exécutifs MBA. Donc voilà, ça m'éclate bien. Ça me laisse du temps pour faire un petit peu d'autres choses, puisque une fois que la machine est lancée, ensuite c'est plus simple. Et là, on se me retrouve vers 40 ans, donc il y a 3 ans, avec peut-être la crise de la quarantaine, à me dire que je me suis bien éclaté, qu'Epitech c'était super intéressant, que les exécutifs MBA c'est super intéressant, qu'HEC c'est génial. Mais finalement, par rapport aux valeurs que je voulais, au sens que je voulais donner à ma vie, je me rends compte que c'est top, mais que je ferme la porte à tous les gens qui ne peuvent pas payer soit 7-8 000 euros par an pour Epitech, soit 20-25 pour HEC. Et je me dis, c'est con. C'est con parce que ces gens-là, ils n'ont pas accès à ces écoles qui sont géniales. Et je me dis, si toi qui as l'argent, si toi qui as les réseaux, si toi qui as les connaissances pédagogiques, tu fais rien, personne ne va rien faire. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, notre planète elle brûle, il y a plein de problèmes partout. Mais à un moment, si chacun ne prend pas sa petite part de responsabilité, son petit bâton pèlerin sur sa petite partie, je pense que mon fils, il n'aura pas une super vie, ou en tout cas, peut-être que la planète explosera avant. Alors peut-être qu'elle explosera quand même, hein. Mais au moins, j'aurais participé, j'aurais mis ma petite goutte d'eau. Je pense qu'il y a des forces du bien, des forces du mal. Enfin, c'est des nuances de gris derrière, mais et aujourd'hui, je me dis, je peux être un peu plus influent sur cette partie-là. Et donc là, je me dis, ok, génial, tu as envie de faire plus de trucs, mais comment tu vas faire? Et je commence à dire, il faut que je crée une école. Donc, une école qui est gratuite. Donc déjà, il faut des financements, mais ça, on y reviendra après. Et je regarde un peu les secteurs en tension, et c'est vers 2017, je tombe sur un article du Monde qui titrait « Les développeurs sont les rois du monde ». Et du coup, je lis cet article, les développeurs sont les rois du monde. Et effectivement, je le savais que les développeurs sont les rois du monde, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et dans le classement, 1, 2, 3, c'était développeurs, chefs de projet, tech leader, bref, classique. Et là où vraiment ça m'a heurté, c'est que 4, 5, 6, c'était des commerciaux. D'accord. 4, 5, 6, c'était commercial terrain, inside sales. Et là, je me dis, waouh, juste, il y avait cet arbre tellement immense du besoin de codeurs, d'informaticiens, que j'ai même pas vu derrière qu'il y avait un besoin énorme. Donc je creuse le sujet. Et en même temps, c'est logique. À partir du moment où on a un bon produit, il faut le vendre. Il faut quelqu'un qui va aller au charbon parce qu'on a la plus belle
boutique, si elle est sur la Lune, elle sert à rien. Donc il faut quelqu'un pour aller dire, là, il y a une belle boutique, on a des trucs de dingue, viens. Et je creuse et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas d'école. Enfin, il y en a une qui s'appelle Eurydice, qui existe, donc c'est cool, qui est un peu old school dans sa façon de faire, mais qui existe. Et d'ailleurs, avec laquelle on bosse, puisque sur ma boîte OpenSka et Agoratic, mes autres boîtes, on fait appel à des commerciaux de chez eux et on galère à recruter. Et donc, le commerce se prête aussi à ça. Disons que on s'improvise pas développeur, où ça demande quand même pas mal d'efforts, j'ai l'impression. Après, pour être commercial aussi, mais j'ai l'impression que le commerce, c'est aussi beaucoup une histoire de personnalité et de volonté. Tout à fait. Et c'est ça. Parfait, tu spoil un peu la suite. Ça va pas du tout. Mais bref, ouais, et tu as complètement raison. Et globalement, du coup, je me dis, ok, il y a des commerciaux, enfin, on a un problème de commerciaux. Ensuite, je me dis, voilà, j'ai identifié le secteur qui est en tension. Maintenant, comment je fais pour identifier les bons candidats ? Est-ce que c'est sur leur diplôme ? Et là, je fais partie d'un think tank qui s'appelle le Galion Project, qui est un groupe de réflexion de CEO qui a été fondé par Fred Mazzella de Blablacar, le patron de Criteo. Et aujourd'hui, on est plus de 200 CEO de belles boîtes. Alors moi, je suis un peu passé entre les gouttes. Maintenant, il y a des critères où je ne passerai plus aujourd'hui. T'as bien de la chance. Mais j'étais là au début, donc du coup, je suis rentré quand il y avait... Ils ont du mal à te pousser dehors maintenant. Ouais, ils ont essayé, mais non, je ne veux pas, je vais rester. Mais non, ça a du sens que j'y sois. Et globalement, on était au Brésil en train de se siroter une caipirinha avec le patron d'Assess First, qui est un logiciel qui permet de faire des tests de personnalité. Je lui parle de mon projet, il dit c'est génial, et il me dit mais pourquoi tu ne les recrutes pas sur la personnalité ? En plus, si tu veux, moi j'ai un outil Assess First, attends, j'adore ton projet, c'est un projet sociétal, on vous le met à dispo gratos. Et je me dis ok, why not ? Sur le moment, je ne me rends pas compte à quel point ce sera important par la suite cette approche-là, mais je me dis, ok, très bien, donc on va sélectionner les gens sur leur personnalité et ensuite on va les former un petit peu puis les envoyer en entreprise. Alors pourquoi on les forme un petit peu ? Parce qu'aujourd'hui, si jamais je vais voir quelqu'un qui recherche un bizdev et je lui dis, écoute, Christophe, là, j'ai vu que sur Brigade, Jean plutôt, un des deux fondateurs, sur Brigade, vous cherchiez des bizdev, et regarde, Armel, il a le tempérament pour y arriver. Bon, il connaît rien, mais il a le tempérament pour y arriver. Jean, il va me dire, Cyril, t'es sympa, j'ai pas le temps de le former, on est trop dans le jus, quoi. Donc, je peux pas. Donc, je me dis, il faut que je les forme de façon ultra opérationnelle, parce que le besoin, il est maintenant. Jean, là, pour Brigade, il a besoin maintenant, parce qu'il a une super plateforme, un super produit, il a besoin maintenant de le développer. Et du coup, je me dis, on va rajouter 3 mois de formation intensive, vraiment très, très opérationnelle, un peu ce qu'on faisait sur Epitech 42, vraiment les mains dans le cambouis sur les bases du métier. On ne va pas lui apprendre à faire une stratégie commerciale sur 15 ans, on va lui apprendre les bases du métier, c'est-à-dire comprendre qui est ton client, créer des listes de prospects, automatiser l'enrichissement d'infos, prendre ton téléphone, de faire du phoning à froid, le pire des trucs, ensuite de faire des séquences de mails qui percutent en gros et de qualifier un besoin, pas plus loin. On t'apprend à faire le job d'un SDR aujourd'hui, Sales Développement Représentative ou Inside Sales en version française, enfin anglaise mais un peu plus old school. Et là, du coup, je vais voir les boîtes, elles me disent « Ah ouais, ça m'intéresse ». Et on se rapproche de Pôle emploi pour un financement, ils nous disent « Ah ouais, si vous avez une promesse d'embauche et que vous faites 3 mois de formation, on va vous faire un financement ». Donc cool, top. Mais, et là j'en parle avec Germain Hager, j'ai un mec qui est extra chez Pôle emploi, qui est à l'innovation. Et il me dit par contre, Cyril, attention, il y a plein d'écoles de code qui font ça, elles te forment 3 mois, elles te rendent opérationnel, mais le problème c'est qu'1 an après, il y en a quand même beaucoup qui reviennent au chômage. Ah ouais, pourquoi ? Il me dit parce qu'en fait, ils ont été formés sur une techno, un besoin du moment, mais comme ils n'ont pas appris eux-mêmes à se remettre en question, à apprendre, et ben du coup, 1 an après, comme la techno a évolué, eux ils sont peut-être has-been, ils étaient à un niveau correct, mais ils n'ont pas progressé, donc ils reviennent à Pôle emploi. Et là, je me dis, entre guillemets l'inverse de 42 où on apprend. Où tu apprends à apprendre, ouais. Mais sur plus long. En fait, en 3 mois, tu n'as pas le temps d'apprendre à apprendre. Et bref, je me dis, ok, génial, comment je fais pour répondre à ça ? Et c'est pour ça qu'on a proposé une alternance. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous, on les sélectionne sur la personnalité, on les forme pendant 3 mois sur un bootcamp, et ensuite on les met en alternance pendant 1 an. 4 jours sur 5 ils sont en entreprise, et 1 jour sur 5 ils sont chez nous. Et ce jour sur 5, on va les aider à devenir autonomes, à apprendre par eux-mêmes. Donc, c'est 2 approches pédagogiques ultra différentes. Et du coup, on fait ça. Pour qu'on ait des financements corrects, on va voir d'autres écoles qui acceptent de nous prêter leur diplôme, enfin de nous louer en l'occurrence, puisque ça coûte quand même assez cher, de nous louer leur diplôme, et on est capable du coup d'avoir des gens
à qui on propose un diplôme Bac plus 3 RNCP, donc officiel, ou Bac plus 5 officiel. D'accord. S'ils ont, bien entendu, s'ils ont les notes qui vont avec. Hein. Et là, t'en es où dans le développement de l'école ? Donc là, on l'a lancé il y a 1 an et demi, en juillet-août 2018. On a fait la première promo fin 2018, en novembre. Là, on a 210 étudiants qui sont passés par notre formation, qui sont en cours. À 94%, on les a remis en emploi, donc ça marche. 94%, ils passent la période d'essai. Donc c'est pas... Donc on sélectionne, hein, on prend que 10%, 5 à 10% des gens qui candidatent. Donc on a une grosse sélection. Mais derrière, à 94%, ça marche. On a ouvert à Lyon, donc on a une première promotion qui s'est lancée à Lyon. Là, on va ouvrir Marseille en fin d'année. Et on a aussi en projet d'ouvrir, on ne sait pas quand, Lille, Nantes. En fait, il y a un besoin énorme là-bas. Et ce qui est con, c'est que d'un côté, il y a des gens, des talents potentiels qui ne connaissent pas ces métiers et qui pourraient être super bons dedans. Et de l'autre côté, il y a des boîtes qui recrutent. Donc finalement, Rocket School, ce qu'on veut faire, c'est d'être un peu le trait d'union entre les deux. Toi, t'en es où, en fait, personnellement ? Parce que là, on a parlé de l'entreprise. Alors, je sais bien qu'on vit son entreprise, mais tu es satisfait ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ? On dirait que tout roule toujours... c'est l'impression que tu donnes, en tout cas. Moi, je suis plutôt un éternel positif et en même temps un éternel insatisfait. Moi, mon principal regret, c'est de ne pas pouvoir me cloner, parce qu'il y a plein d'autres projets sur lesquels j'aimerais bien me lancer, développer. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Il y a plein de trucs que je regrette dans ma vie. Je regrette de ne pas être parti faire une dernière année à l'étranger. Et en même temps, ce que j'ai fait à Paris, c'était le meilleur moment. Et du coup, j'ai un réseau de dingue. Je regrette de ne pas avoir lancé certains trucs, de ne pas avoir fait certaines choses. Enfin, je regrette. J'en meurs pas. Hein. Mais non, moi j'ai un problème je suis jamais satisfait. Je veux toujours plus. Je suis ultra exigeant avec moi-même, avec les autres. Donc du coup, je suis un peu chiant parfois. Alors souvent, j'essaie de m'excuser derrière. Mais... T'es exigeant, du coup, t'es exigeant avec le staff ? Je suis exigeant avec moi-même, mais je suis aussi exigeant avec le staff. Et le truc qui les énerve, c'est qu'ils me montrent quelque chose, je vois tout de suite, tous les points qui vont pas, je les vois tout de suite. Enfin, ils me sautent aux yeux comme genre ah. Et j'essaye. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, en tant que prof, je dis toujours du sucré avant le salé. Quand t'as un truc qui va pas à dire, tu commences par ce qui va bien. Mais je me l'applique pas toujours à moi. C'est-à-dire que des fois, je vais dire t'as oublié ça, plutôt que de dire cool, merci, c'est bien, ça a bien avancé. Ah, par contre, un petit axe d'amélioration, ça et ça, tu pourrais le faire comme ça. Ouais. Et je suis un peu trop droit au but, ce qui fait que je pense que je pense que je suis pas un bon manager. Enfin, je le sais. Ouais. Je suis plutôt peut-être un bon leader, mais pas un bon manager. Un bon entrepreneur, un bon leader. Mais c'est deux choses complètement différentes. Et un des trucs qui me frustre, c'est de voir tout le temps sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, genre le manager il doit faire ci, le mec il doit être parfait quoi. Quand tu gères une équipe, tu dois être parfait. Par contre, tes salariés ils ont le droit d'être à la cool, tes équipes c'est bon, j'arrive en retard, attends, c'est bon, c'est cool. Non, il y a un moment où faut que ça aille dans les deux sens quoi. Du donnant-donnant. Ouais. C'est du donnant-donnant et il y a des choses que tu ferais différemment. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment par rapport à tout ce que tu as fait ? Pas vraiment, hein. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. S'il y avait une boîte où on s'était un peu foiré, moi je vais pas citer le nom, mais en fait on avait lancé un projet et dans le groupe on était 4 et il y en avait 2 qui étaient au chômage ou qui avaient beaucoup de temps. Et du coup ils ont pris tous les sujets un peu intéressants et moi je bossais énormément donc j'étais moins actif, je filais quelques infos qu'ils prenaient pas en compte en général, mais c'était pas très grave. Et puis à un moment du coup j'ai eu ce retour de flamme, genre tu fous rien, les mecs, vous étiez au chômage, vous aviez le temps. Moi j'essayais de faire ce que je pouvais, mais de toute façon vous preniez quand même les sujets. Et je pense que dans l'association c'est le point le plus important. Et c'est ce qu'on a souvent, on a des pactes d'associés. Maintenant j'en fais tout le temps, non plus 40 000 boîtes. Mais c'est des points qui sont importants, c'est ok, là pour l'instant tout se passe bien, mais demain si on doit divorcer, maintenant qu'aujourd'hui on s'entend bien, comment on le fait ? Comment on fait pour le gérer ? Ce qui fait qu'on gère le divorce avant le mariage. Ouais. Et c'est pas plus mal parce que quand on arrive à un point de non-retour, on peut plus se blairer, on va dire non mais même pas en rêve, alors que là on s'entend bien et que ça peut être l'un comme l'autre qui part. C'est ok, tu pars avant 3 ans, très bien, sauf que du coup vu que tu as 50%, 30 ou 20% de la boîte, que sais-je, je vais pas moi bosser pour toi, donc du coup a priori je vais peut-être te racheter tes parts et
et à quelle valorisation. Et si tu pars avant 3 ans, du coup, il y a une décote de 20, 30, 40% par rapport à ce que ça pourrait valoir, quoi. D'accord. Enfin, bon, bref, tu définis un petit peu des clauses. C'est le contrat de mariage, quoi. C'est ça, et ça, c'est des points importants. Mais non, sinon, si je devais refaire, je ne sais pas si je changerais les choses. Si, je changerais tout. Je ne ferais rien de pareil, parce que ça me permettrait de faire autre chose et de tester autre chose. C'est une bonne réponse. Mais mais je regrette un peu. Non, je regrette pas de pas avoir voyagé, parce que je l'ai fait, j'ai essayé. En fait, ça te manque en tout cas, c'est ça? Non, ce qui me manque, c'est de bouger tout le temps. J'ai toujours envie de bouger, de créer de nouveaux projets. Mais bon, on fait avec. Hein. Et c'est quoi les prochains là, que tu as en tête? Non, là, c'est plus. Là, on m'a fait rencontrer un petit jeune là, qui avait lancé une boîte avec La Poste et qui a envie de se lancer sur d'autres sujets. Du coup, on brainstorm ensemble et je ne vais pas être opérationnel parce que franchement, la Rocket School, ça me prend déjà énormément de mon temps. Là, les journées, j'arrive le matin à 9h, à 19h30, je pars, mais j'ai pas eu une minute dans la journée à faire autre chose. Et j'arrive chez moi, je joue un peu avec mon fils, je le couche, et si je peux bosser après, je bosse. S'il y a ma chérie, du coup, je passe un peu de temps avec, mais je me fais quand même engueuler parce que t'es pas assez présent. Elle n'écoutera pas le podcast, je croise les doigts. Non, tout se passe bien avec elle, mais voilà, j'ai pas le temps. Même mes potes, je les vois beaucoup moins. Il y a plein de trucs qui sont frustrants. En même temps... T'as jamais pensé à investir dans d'autres boîtes et si, à mettre à des boards? Si, j'ai investi dans Parce que plusieurs boîtes. Ça peut un peu assouvir ton envie de nouveauté aussi. Ouais, mais c'est un peu frustrant parce que les gens font pas comme tu voudrais. Tu peux pas toujours avoir... Enfin, t'as pas toujours raison, il y a plein de nuances de réussite et autres. Si, j'ai investi dans plein de boîtes, j'ai globalement perdu, sauf une où j'ai investi un peu early stage. C'était Blablacar, donc ça c'est cool. Ça a rattrapé toutes les autres pertes. Sinon, il y en a quelques-unes... il y en a quelques-unes qui ont fait des petites plus-values à 30%, mais aujourd'hui, moi, je n'investis plus, c'est n'importe quoi. Les valorisations sont démentielles. Le mec crée sa boîte au bout de 3 mois, il a 25 ans, il crée sa boîte, au bout de 3 mois, il pense qu'elle vaut 1 million. Et derrière, il est dans le refus de la négociation, sauf que, ok, peut-être qu'elle vaut 1 million, mais elle a une chance sur 10 de mourir avant d'ici la fin de l'année. Et les valorisations sont démentielles, donc... Il y a des gens qui mettent de l'argent, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour les gens qui vont en chercher, mais moi je ne mets pas un centime dans les startups en ce moment. Ou alors des startups, et c'est là que ça marche, c'est des startups qui viennent te voir et qui disent, alors c'est plus Francis de Blablacar qui m'en parle, lui il y a plein de boîtes qui viennent le voir et qui lui disent écoute, on a envie de t'avoir au board, donc on te fait des conditions préférentielles. Ouais. Oui, parce que pour les startups, c'est ça qu'elles attendent, c'est-à-dire que les sous c'est bien, mais il faut... un réseau et du conseil, je pense. C'est aussi ça, c'est ce que vont attendre les boîtes, quoi. Donc non, mais il y a des boîtes où il y a pas mal d'échecs, de petits échecs. Une boîte qu'on avait fait, la World Hive Company, on voulait créer une boîte qui faisait du miel. C'était un ami qui venait quelqu'un de l'exécutif MBA que j'avais créé, qui venait du Cameroun, tech, en fait. Où il savait comment ça fonctionnait le miel, et il nous a expliqué qu'il y avait un business de dingue. En fait, on a mis un peu d'argent qui s'est évaporé là-bas. Et bon, on a appris. Entre le wannabe entrepreneur et le je fais vraiment les choses, il y en a qui veulent juste le titre. Et donc cette personne, il voulait qu'il est marqué CEO de... Ok. Il y a des sujets qui t'intéressent dans l'actualité ou qui t'intéressent, qui t'inquiètent ou qui te passionnent sur des choses d'actualité? Je t'avoue que je suis un peu un autiste en ce moment. Mais je regarde les actualités, je suis ce qui se passe dans le monde, mais je suis... là, c'est la première année de la boîte. En fait, j'ai créé plusieurs boîtes de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je sais le faire. Donc là, mon idée sur Rocket, au-delà de tout l'aspect sociétal et ce qui me nourrit, le challenge entrepreneurial, le challenge business, c'est de me dire, ok, je vais faire de 0 à 5. Ce que j'ai jamais fait, je fais 0,1, 0,1,5, 0,2, 0,1,5, pas plus, on va pas se mentir. Et là, j'aimerais bien aller à 5, juste pour avoir une autre approche de structuration. Donc du coup, j'investis plus, on prend un cabinet RP, on recrute plus rapidement, on se structure. Alors, et autant de 0,1, j'étais à l'aise, autant là maintenant, c'est un peu de découverte, d'échanger avec mes pairs pour savoir comment faire. Et de murs dans tous les sens, c'est compliqué. On parle depuis quelques années beaucoup de l'entreprise libérée. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, alors j'ai pas mal étudié ça, l'holacratie, l'holocratie et compagnie. Je suis
Fan et pas fan, c'est-à-dire que les retours que j'ai, c'est que ça marche bien sur des petites boîtes, 5, 10, 15, parce qu'on est toujours à échanger, mais que dès que tu commences à être un peu plus gros, à avoir du gras, finalement, tu vas avoir 20% des gens qui sont ultra motivés, et globalement, 75%, ils n'en ont rien à foutre, et 5%, ils trouvent que c'est débile. Et limite, c'est les 5% qu'on se dit, tu choisis ton salaire. Ah, c'est vrai, mais on va voir si ça marche. J'ai demandé 30... Mec, c'est pas comme ça, c'est un modèle où ça doit fonctionner pour tout le monde. Non, mais alors pour le coup, moi j'ai vraiment été impliqué dans l'open source, tout ce qui est, dans toutes ces mouvances de partage, de communauté. Et c'est des modèles que j'adore, mais c'est des modèles qui marchent pas, qui ont plein de limites. Et j'ai un ami qui a créé une SCOP. Une SCOP, c'est une société commerciale, mais une coopérative. Donc chacun a une voix. Et le mec, c'est lui qui a tout créé, il a mis son argent. Enfin, je ne vais pas citer ni la boîte ni le nom du gars, mais vraiment, je le connais, il était ultra investi. Et c'était lui qui faisait un peu le commerce. Donc souvent, il bossait le soir. Et le soir, il paye des coupes de champagne à ses clients, etc. Enfin, c'est du boulot. Ouais. C'est vrai que le commun des mortels se dit « Ah, c'est cool, tu bois du champagne. » Mec, je préférais être avec mon fils, à jouer avec lui, plutôt que d'être... Je suis content, j'aime bien, mais je préférais être chez moi. Et puis surtout que si je bosse jusqu'à 10h ou 11h ce soir-là, je suis quand même là à 9h30 demain. Donc c'est du boulot. Et je pourrais le rattraper, et souvent je le rattrape même pas. Et en gros... À un moment, ça a clashé avec ses équipes. Je me rappelle, je sais pas le détail, mais ils l'ont viré de sa boîte, de la boîte qu'il avait créée, et il lui reprochait, entre autres, du coup, d'acheter du champagne, de payer des restos à ses clients. Alors peut-être qu'il s'en est payé un ou deux à ses potes, je sais pas, mais et quand bien même. Ce que je veux dire, c'est que le mec, il investissait son temps. Enfin, il a mis son argent, il a mis son temps, il a créé une coopérative, et s'est retrouvé avec une espèce de vendetta, de mauvais. Enfin, ça m'a beaucoup déçu par rapport au modèle, et pour avoir fait plein de communautés open source, c'est un bordel innommable. Il y a une innovation, une créativité de dingue, mais c'est un bordel innommable. Chacun a son il n'y a que des égos. Enfin, j'adore, c'est créatif, mais du coup, je pense que c'est pour ça que l'holacratie, l'entreprise libérée, ça peut marcher dans certains cas. Maintenant, je suis sceptique. Je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait un leader, un leader éclairé si possible dans le navire, et qui dit on va par là. Et je le vois principalement, je le vois beaucoup sur Rocket, parce que on a un modèle complètement disruptif. Et même pour les équipes, ça les chamboule. C'est-à-dire qu'on a un recrutement différent, on a une approche de formation différente, on met les étudiants sous tension, on sait qu'on va les mettre sous tension, donc ils râlent, ils sont pas contents. Sauf que pour mes équipes, c'est dur à entendre, de dire ils vont venir nous challenger, ils vont venir râler. Ouais, mais ça fait partie de la pédago. Alors, c'est eux qui les prennent au quotidien, donc je sais que c'est pas facile, mais c'est c'est disruptif à plein de sujets, à plein de niveaux, et ça met aussi les équipes sous tension, et c'est dur à gérer, quoi. Et si je pense que là, à un moment, on s'était tous mis ensemble, alors, est-ce qu'on continue à la mettre sous tension ? En gros, on dirait non, on arrête. Ouais. Sauf que moi, je pense que pour la pédagogie, et là, je suis un peu despotique là-dessus, c'est un truc important. On est vraiment en condition de stress, parce que dans la vie, ils vont être en condition de stress. Et oui, ils vont venir nous faire chier. Oui, ils vont venir se plaindre. Mais à Epita, c'était Nicolas Sidira qui en parlait, il parlait de la piscine. C'est-à-dire, la piscine, en fait, on vous met sous condition de stress, et finalement, vous allez vous regrouper entre vous contre nous. C'est-à-dire qu'on se mettait entre nous et on disait ils font chier l'administration, c'est vraiment des salauds. Et finalement, du coup, on s'est fait les meilleurs potes comme ça. Et après, avec le recul, on se dit c'est trop bien. J'ai mon cousin, j'avais une discussion avec lui ce midi, qui avait cet esprit de communauté de groupe avec ses collègues pour être contre la direction et se plaindre, dire c'est chiant et tout. Et il a été promu manager de son équipe. Dur. Ça fait bizarre. Il me dit ça fait bizarre pour leur demander de pousser un peu plus le vendredi soir. Ça doit pas être évident. Mais ouais, ensuite tu passes de l'autre côté de la barrière, c'est dur. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a fini la promo qui avait commencé en novembre 2018, a été diplômée de bachelor, Bac+3. Cool. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que pour mes équipes notamment, c'est qu'il y avait un des participants qui nous a cassé les bonbons, mais toute l'année. Il n'arrêtait pas. Dès qu'il y avait un problème, il il négociait pendant 2 heures. On l'adorait, mais il était relou, quoi. Vraiment, il était relou. Et en fait, quand j'ai dit bravo et tout, et il m'a dit c'est déjà fini. Ça va me manquer. Ça va me manquer de venir ici. J'adorais. On se dit mais what, mec, t'es sérieux ? Tu nous as cassé les bonbons pendant 1 an. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, tu venais. Mais en vrai, c'est parce qu'il aimait l'école, parce que ça lui tordait le ventre et qu'il avait envie que ce soit parfait. Sauf que ça n'existe pas, les trucs parfaits. Pas là-dedans, dès qu'il y a de l'humain, c'est pas parfait.
Mais c'était bien en fait, parce que je sais que c'est un moment où mon responsable pédago sur l'alternance, il était fatigué. Et du coup, il doutait, je pense, sur pas mal de sujets, ce que je peux comprendre. Et de voir que cet étudiant dit ça, en fait, on a fait un premier run, on a fait le bout. Et on sait qu'il y a des phases où les étudiants ne sont pas contents. Et quand à la fin, ils nous disent qu'en vrai, ils ont tout adoré, c'était génial. Enfin, modulo, il y avait des erreurs, mais... Donc il y a eu ça. Il y a un autre truc génial qu'on a eu, c'est que, donc, comme on loue un diplôme, il y a un président de jury pour les soutenances qui est venu, qui fait une 30aine d'écoles. Il assiste aux soutenances d'une 30aine d'écoles. Et sur cette première promo, il nous a dit franchement, vos étudiants, je les mets dans mon top 3. Top 3 sur 30 écoles, sachant que c'est notre premier run, quoi. On a fait plein d'erreurs, je connais quand même un peu le sujet, mais il y a plein de trucs qu'on a améliorés depuis pour être encore meilleurs. Et quand on se dit sur le premier jet qu'on a fait, on est dans le top 3. Alors, c'est pas des grandes écoles, hein, mais quand même, ça fait plaisir. Et c'est pareil, j'étais content pour mes équipes parce que les gars et les filles, tout le monde se donne à fond. À un moment d'avoir ce retour, genre waouh. Ouais, ça fait du bien. Et pareil, quand j'ai des étudiants qui arrivent qui me disent Cyril, j'ai une propale à 60K, 60-70K, je me dis waouh, le mec il était au chômage il y a 1 an et demi, alors il a bossé comme un chien, hein. Il a tout donné, sauf que du coup ça a été un accélérateur de dingue. Donc c'est pas mal de petits plaisirs. Avant qu'on finisse, c'est la dernière question que je te pose, est-ce que tu as potentiellement des conseils ou des conseils à donner à des gens qui aimeraient entreprendre? Ensuite je pense que la base c'est qu'il faut aimer. Faut aller sur un truc qu'on aime bien. Et parfois on n'en a pas forcément conscience. Je pense à un ami qui adorait le théâtre, Sébastien Bernard. Et en fait, il galérait, il gérait une troupe de théâtre. Et quand je lui en parlais, il me dit en fait, j'aurais pas dû faire ça parce que j'adorais faire du théâtre. Et là, j'en ai fait mon métier. Donc pour vivre, je vais accepter des pièces que j'aime pas. Je vais faire des déplacements que j'aime pas. Je vais piloter des gens avec qui je trouve que c'est compliqué. Et il me dit j'ai travesti une passion pour en faire un job et finalement, je regrette. Et là, ce qui est génial, c'est qu'il a rencontré un associé et il a un peu pivoté. Son job, c'est plus dans le théâtre, mais ils font du pitch. Il a créé The Presenters, qui est une boîte qui apprend à pitcher, qui cartonne, et il s'est associé avec un mec qui venait du marketing, de la com. Et finalement, toute cette aisance qu'il avait, à la fois de producteur, de metteur en scène et même d'acteur, il la transmet à des gens qui ont de l'argent. Enfin, de l'argent. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a de l'argent à investir là-dedans. Il y a de la formation des gens pour qui c'est important. Ça va être des chefs d'entreprise qui, souvent on se dit, le CEO, il sait parler. Non, le mec sait pas parler, sait pas faire de PowerPoint, sait pas faire de présentation. Et du coup, il a réussi à pivoter sa passion sur un secteur qui est rentable. Donc, globalement, faire un truc qu'on aime et dans un secteur rentable. Parce qu'on va pas se mentir, si vous aimez bien faire de la danse, à moins que vous soyez vraiment au top du top, faites-le plutôt comme hobby. Parce que d'une part, vous allez travestir une passion et d'autre part, il n'y a vraiment pas d'argent, donc galérez pas. Et ensuite, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de métiers qu'on ne connaît pas. Et c'est à la limite ce que je conseille aux gens, c'est Assess First, donc d'aller sur leur site, de passer le test d'Assess First. Il y a un retour à la fin qui va vous classer les jobs dans lesquels vous pourriez vous éclater. Enfin, vous pourriez être bon, et avec un autre critère, vous pourriez vous éclater. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a ces 2 critères. Par exemple, je suis organisé, on pourrait me dire Cyril, tu serais... Si je suis organisé, ça pourrait être mieux, mais je suis organisé. On pourrait me dire Cyril, tu pourrais être un bon comptable. Sauf que je regarde le critère, je pourrais m'éclater. Non, pas du tout. Et je critique pas le métier, hein, mais moi, ça m'éclaterait pas. Et je trouve que c'est intéressant de faire ces tests-là. Et globalement, il faut être dans un endroit où on va être content, quoi, parce qu'on vit qu'une fois. C'est bon comme dernier conseil foireux ou pas? Grave, non, c'est très bien. Très bien. Merci, c'était cool. Merci à toi. Plaisir.